Je sais pas comment commencer cette vidéo parce que je vais pas parler de choses joyeuses forcément. En novembre 2023, je fais ce qu'on appelle une grossesse biochimique. Mais je vais parler avec le cœur et je sais pas comment commencer cette vidéo, mais il va bien falloir le faire, donc voilà, je la commence comme ça. Vous avez besoin de réponses et moi j'ai besoin d'en parler, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de prendre une pause et je sais que vous comprendrez. Mais pour tout vous expliquer, je suis obligée de repartir presque 1 an en arrière. En avril 2023, suite à des soucis de santé, je prends la décision de stopper mon contraceptif. Donc, je me retrouve sans rien et avec Nico, on se protège avec ce qu'on appelle un diaphragme contraceptif. Au mois d'août 2023, j'ai rendez-vous chez le gynécologue alors que Elancia, Max, Fred, Joanne sont à la maison. Donc j'y vais et on parle de mon cycle post-implant. Ça faisait presque 10 ans que j'étais sous contraceptif. Mon premier contraceptif, je l'ai eu en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement. Enfin voilà, ça fait 9-10 ans que j'étais sous contraceptif. Donc on fait le point sur le retour de mes cycles, mais de là il me dit vous avez des cycles vachement irréguliers, j'ai eu un retour de règles à presque 50 jours, je dépassais tout le temps les 35 jours de mes cycles. Donc il me fait une écho et il voit au niveau de mes ovaires que j'ai ce qu'on appelle probablement un syndrome des ovaires polykystiques, alias un SOPK. Pour valider son diagnostic, je fais une grosse prise de sang à J5 de mon prochain cycle. Donc au mois de septembre, je vais faire une prise de sang avec un reste à charge, bien entendu, parce que tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais bon, c'est pas grave, au moins on est au courant et on sait ce que j'ai. Je fais la prise de sang et les résultats mettent un mois et demi avant d'arriver. Et moi, je les comprends pas forcément. J'en parle à ma belle-sœur qui elle est passée par là et qui me dit oui, en effet, regarde tes courbes, ta LH est trop élevée. Donc la LH, c'est l'hormone qui sert à expulser l'ovule et qui, au début du cycle, est censée être tout en bas. Et moi, elle était trop haute. J'ai pas rendez-vous avant février avec mon gynécologue, donc faut attendre forcément. Sauf qu'entre-temps, en novembre 2023, je fais ce qu'on appelle une grossesse biochimique. C'est une grossesse qui a à peine commencé, qui s'arrête déjà. La plupart des femmes ne s'en rendent pas compte, mais moi, avec mes cycles hyper longs, j'étais déjà à J42 de mon cycle, que du coup j'ai fait un test urinaire qui s'est révélé très faiblement positif, mais qui était positif. Le lendemain j'en refais un, le surlendemain j'en refais un, qui sont toujours positifs. Donc je me dis lundi je vais faire une prise de sang. Donc le lundi, je vais faire une prise de sang et mon taux avait déjà chuté à 4. Sachant que sur une prise de sang, le taux pour dire qu'on est enceinte est à 5.
Donc j'étais vraiment juste en dessous de la moyenne. Et en effet, mon test urinaire était redevenu blanche et blanc le matin même. J'avais même trouvé ça bizarre. Je m'étais dit, oh, il est défectueux celui-là. Voilà, j'avais pas cherché plus loin. Pour moi, j'avais eu 3 tests positifs avant à 3 jours différents. C'était positif. Mais ça l'était pas. Le lendemain, et le pire dans tout ça, c'est que j'avais toujours pas de règles. Et là, le lendemain, j'ai mes règles et je sens que c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. J'ai beaucoup plus mal, je perds beaucoup plus, donc ça a été dur pour moi à encaisser, surtout que je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Je voyais mon gynécologue qu'en février, donc j'étais un peu perdue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que... Je sais pas, j'ai su qu'après en fait. Du coup, en février, je vais voir mon gynécologue, on refait le point sur les analyses de ma prise de sang. J'ai ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques avec résistance à l'insuline. Ça veut dire que j'ai des risques plus importants de faire du diabète un jour. Alors, voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça et on pourra rien y changer, c'est pas une maladie qui se soigne, il faut apprendre à vivre avec. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une maladie. C'est un syndrome en fait, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc voilà, faut apprendre à vivre avec et ça a été dur à encaisser. Mais voilà, maintenant c'est fait, c'est là et je pourrais pas changer grand chose de toute façon. Hein. Donc je lui parle de ce qui s'est passé au mois de novembre et il me dit que oui, il y a sûrement eu une grossesse, mais que de toute façon, si elle avait pas tenu, dès le début comme ça, c'est qu'il y avait de gros problèmes au niveau des chromosomes. Enfin, c'était pas viable, c'était pas une grossesse qui était viable, qui peut être due du coup au syndrome des ovaires polykystiques parce que, comme je vous le disais, mon hormone pour ovuler était trop haute en début de cycle, ce qui peut causer des ovules de très mauvaise qualité. Bon, passé ça, il me donne un traitement, il me met sous Ovunol, donc non, Ovunol n'est pas un truc pour ovuler, ce sont des vitamines. Donc dedans il y a de l'acide folique, il y a du zinc, il y a de la vitamine D, il y a du sélénium, ce n'est que des vitamines, mais c'est des vitamines qu'en fait on devrait prendre, nous les femmes, tout le temps, en continu, sans forcément avoir un désir de grossesse. C'est des vitamines dont on a besoin pour aller bien, pour avoir des cycles bien, pour pas avoir les hormones qui partent un peu partout. On devrait tout en prendre tout le temps, en fait. Et il me met aussi sous metformine dû à ma résistance à l'insuline, mon insulino-résistance. En fait, cette insulino-résistance fait que j'ai une inflammation au niveau des ovaires. Donc pour contrer ça, je prends du metformine et du metformine de base. Et pour les patients atteints de pour les patients atteints de diabète de type 2, pardon. Sauf que c'est un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires. Voilà, malheureusement. J'ai mis énormément de temps à pouvoir le prendre. Il a fallu que je diminue les doses parce que j'avais des crampes, j'avais des brûlures, j'avais des nausées, j'avais des diarrhées, soyons honnêtes, j'avais la diarrhée. C'était une catastrophe, ça me réveillait la nuit, enfin, c'était juste horrible, c'était horrible. Et en fait, une fois que ce traitement, j'ai plus d'effets secondaires, ça veut dire... j'ai commencé le traitement mi-février, vers mi-mars. Mi-mars, j'avais plus de... Ouais, il m'a fallu un bon mois, si c'est pas plus, je dirais mi-mars, fin mars, pour ne plus avoir d'effets secondaires de ce traitement. Et une fois que j'avais plus d'effets secondaires, j'apprends que je suis enceinte à nouveau.
le 1er avril 2024, ça faisait un mois que j'avais pas eu mes règles et voilà, avec un SOPK, on se pose plus de questions. J'ai fait un test de grossesse, je l'ai regardé, il y avait rien, je l'ai mis à la poubelle et je m'en suis pas occupée. Sauf que plus tard dans la journée, quand j'ai été nettoyer ma salle de bain, qu'est-ce que je retrouve dans la poubelle ? Un test de grossesse positif. Alors là, je me dis, bon, j'ai dépassé les délais, peut-être que c'est une barre d'évaporation, enfin, je me pose pas trop de questions, et je me dis, bon, on verra bien. De toute façon, le délai est invalide, donc voilà, là, ça sert à rien de chercher à comprendre ou pas, c'est cuit. Donc le lendemain matin, le mardi 2 avril, je refais un test urinaire qui là fonce directement. Alors je me dis, bon bah là, il n'y a pas de doute, il faut que j'aille faire une prise de sang. Donc en sortant du boulot, je vais faire ma prise de sang qui s'est révélée positive à 54 UI. Je ne sais pas comment on dit ça, mais UI. Donc là, je prends conscience que oui, je suis enceinte, mais j'ai aussi conscience que il y a quelques mois de ça, je l'avais perdu. Donc là, gros dilemme dans ma tête, je me pose énormément de questions. Et donc je refais une autre prise de sang 72 heures après pour voir si le taux évolue. Et le taux évolue. Donc là, je décide de plus faire de prise de sang pour pas me rendre malade parce que, à force, clairement, on psychote de tout et de rien. Donc je l'annonce à Nico et je lui fais une petite boîte avec un test de grossesse, écrit enceinte dessus, des bodys. J'avais fait graver sur du bois, enfin j'ai gravé carrément, j'avais acheté un appareil de pyrogravure, j'ai gravé sur du bois futur papa et je lui ai annoncé de cette façon. Nous avons fait l'écho de datation fin avril, on a vu ce petit embryon, il était bien là, il était bien accroché, on a vu son petit cœur battre, enfin Nico a pas trop compris, mais moi je sais que c'était ça. On a vu son petit cœur battre, ça bougeait comme ça à l'écho. On l'a pas entendu, mais on l'a vu. On a le feu vert pour partir en Ardèche en vacances. Et on est juste, je suis juste impatiente de la prochaine écho qui était prévue le 31 mai, la grosse écho du premier trimestre pour voir si tout allait bien, si c'était bien développé. Mardi 21 mai, au travail, on a une suspicion de parvovirus. C'est ce qu'on appelle la 5e maladie ou la maladie des joues giflées. C'est un virus qui n'est pas grave, qui n'est pas dangereux, ça reste un virus, mais qui est très 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 dangereux pour une femme enceinte. Donc là, je me retrouve en dilemme à faire qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'annonce à ma direction que je suis enceinte, est-ce que je me mets en arrêt, voilà, la question se pose. Donc je prends la décision quand même de l'annoncer à ma direction, qui est très contente pour moi et qui me dit que oui, vaut mieux pas prendre de risques. Donc je pars du boulot, je vais chez mon médecin qui me met en arrêt parce que je lui explique que je suis enceinte. Du coup, de 10 semaines, c'est pas rien, je suis enceinte de 10 semaines à ce moment-là. Et je me dis, il m'a mis en arrêt jusqu'à matin. Maintenant, je profite pendant 15 jours à la maison de ma grossesse. Et quand je retournerai au boulot, j'annoncerai aux filles, toute l'équipe, que je suis enceinte. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Le 22 mai 2024, du coup, je me réveille.
je vais au WC et j'ai des pertes rosées. Donc je suis pas folle, je sais que des pertes rosées chez une femme enceinte, c'est pas bon signe, clairement. Donc je pars aux urgences, j'explique ma situation, je leur dis que voilà, je suis enceinte de 10 semaines et que voilà, j'ai eu des petites pertes rosées, ça peut être dû au stress, hein, peut-être un petit décollement, rien de grave. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Je l'espérais tellement que finalement, la chute a été très dure. Donc je fais une écho et on m'annonce qu'il n'y a plus d'activité cardiaque. Que l'embryon a arrêté de se développer il y a 2 semaines. Et qu'il s'est arrêté, enfin qu'il est parti à 8 semaines alors que là j'en étais à 10 et que j'avais eu aucun symptôme. Aucun signe qu'il était plus là, quoi. Donc j'appelle Nico qui était au travail et je lui dis qu'il faut qu'il vienne à l'hôpital parce que c'est fini. Donc Nico vient à l'hôpital, il me rejoint et on parle avec les médecins de la suite. La suite de la grossesse. Donc on se laisse 48 heures pour voir si le travail commence tout seul ou s'il va falloir l'aider. Donc soit passer par une aide médicamenteuse ou se faire opérer. Et moi je veux pas me faire opérer, clairement c'est... Non. Donc je retourne à l'hôpital le vendredi 24, si je dis pas de bêtises. Le vendredi 24, oui c'est ça. Je retourne à l'hôpital, on refait une écho pour voir si ça a bougé, mais je savais que ça avait pas bougé, j'avais pas eu plus de douleur que ça, j'avais pas saigné, rien, donc je savais qu'il était toujours là et qu'il s'était pas décroché. Donc je décide de prendre des médicaments pour l'aider à se décrocher. Donc je prends les médicaments à l'hôpital et on rentre à la maison. Et pendant 24 heures, toujours rien. Il n'y a rien qui se met en place. J'ai pas vraiment de douleur. Enfin, c'est... Donc j'ai peur parce que je me dis mince, je dis moi je veux pas me faire opérer. Non, je veux pas. Donc il faut qu'il parte. Il est plus là. Il faut qu'il s'en aille. Et samedi, début d'après-midi, je commence à avoir des petites contractions, mais sans plus. Enfin, c'est pas douloureux, c'est pas invivable. Je peux rester debout. C'est différent des douleurs de règles, clairement. Ça, là-dessus. Parce que je pense que quand on a des douleurs de règles, c'est pas tout l'utérus qui travaille, que là, c'est vraiment tout l'utérus qui travaillait, enfin je le sentais, mais c'était pas douloureux, je peux pas dire que c'était douloureux, je pouvais marcher, je pouvais faire tout ce que je voulais faire en fait, j'avais pas de gêne. Et on était chez mes parents, donc j'avais la tête ailleurs, je pense, voilà, ça contractait, mais sans en plus, on voyait que ça contractait parce que mon ventre s'arrondissait, quoi, ça se voyait. Et
fin d'après-midi, je suis dehors, debout, et là, je sens. Et là, je regarde Nico et ma maman et je dis... là, j'ai tout dans ma culotte, quoi. Donc je vais au WC en marchant comme un canard et en effet, il y en avait partout. J'ai perdu énormément de sang. J'avais des caillots, enfin c'était une catastrophe et sincèrement, heureusement qu'il y avait ma maman avec moi parce que j'aurais été à la maison, je sais pas comment j'aurais fait, hein, clairement. Parce que Nico, il aurait vu ça, il serait tombé dans les vapes, dans le couloir, enfin, j'aurais pas pu lui demander. Je sais très bien que il aurait pas été capable de voir tout ça. Et je sens que j'ai perdu beaucoup de sang parce que je papillonne, j'ai des étoiles dans les yeux et là je dis si ça va pas, il va falloir qu'on retourne aux urgences parce que on m'avait dit attention, si c'est un robinet ouvert, vous revenez. Et là clairement c'était un robinet ouvert, c'était bien plus qu'un robinet, là c'était une cascade, c'était... Et en fait ça s'est calmé, j'ai repris un peu du poil de la bête. J'ai quand même préparé un sac au cas où s'il fallait aller aux urgences dans la nuit et on a continué à faire notre vie finalement. Dimanche matin, je retourne à l'hôpital parce qu'il fallait prendre 48 heures après les premiers médicaments, le deuxième médicament. Donc le premier médicament servait à décrocher le sac utérin de l'utérus. Et le deuxième sert à donner des contractions pour que ça sorte. Sauf que moi, je savais qu'il n'y avait plus rien, que c'était parti. Enfin, vu tout ce que j'avais perdu, je savais que c'était plus là. Donc on refait une écho et en effet, il n'y a plus de sac gestationnel. Par contre, il reste un petit peu de membrane. Mais c'est rien de... Voilà, il est plus là, il est parti. Le gynécologue à ce moment-là prend quand même la décision que je prenne le deuxième cachet pour être sûr que toute la membrane s'en aille. Donc je reste au service maternité dans une chambre avec Nico pendant 3 heures pour surveiller que je ne fasse pas d'hémorragie ou autre, quoi, que j'aille bien, que je fasse pas de chute de tension, tout ça. Donc on reste 3 heures et en fait pendant ces 3 heures de temps, il s'est rien passé de plus. Je n'avais presque plus de saignement depuis l'avalanche qui s'était passée la veille. Donc en fait on est resté un peu... c'est le protocole et sincèrement pour des femmes qui n'avaient rien perdu jusque-là, c'est un très bon protocole. C'est un très bon protocole. Donc on rentre à la maison et le reste de la journée, rien. À part que je suis super fatiguée, mais ça c'est normal. Il se passe rien. Et on se retrouve aujourd'hui du coup le lendemain où je commence un petit peu à contracter et avoir un peu plus de saignement. Et tant mieux parce que si il reste de la membrane, ça peut être très dangereux pour la suite de nos aventures, on va dire. Donc tant mieux, il faut que tout parte. Il n'y a pas le choix en fait. C'est comme ça. Donc maintenant on attend, je retourne voir l'hôpital dans 3 semaines pour refaire une écho, pour surveiller qu'il n'y ait vraiment plus rien dans mon utérus. Et je revois mon gynécologue début juillet pour refaire le point pour la suite. Si je dois faire des examens, c'est la deuxième fausse couche que je fais. Ou si on reprend les essais directement ou pas. Enfin, pour le moment c'est un peu flou et je sais pas. Mais il n'y a plus qu'à espérer du positif pour la suite. C'est pas des moments faciles à vivre parce que finalement
on doit faire un deuil. C'est pas des moments faciles à vivre parce que finalement c'est un deuil qu'on doit faire sur soi, le deuil d'une grossesse, le deuil d'une maternité, le deuil d'un enfant, hein, même si pour certains d'entre vous c'est possible que c'était qu'un amas de cellules. Pour moi c'était bien plus que ça et j'ai quand même cohabité avec lui pendant 10 semaines. Et je sais que la définition de parent est totalement différente pour chacun d'entre nous. Par exemple, je sais que pour Nico, être papa, c'est à la naissance d'un enfant. Que pour moi, être maman, c'est quand il est là, qu'on sait qu'il est là, qu'on l'a vu, qu'on l'a senti, qu'on a eu des symptômes. On se sent maman à ce moment-là. Donc en fait, chacun a sa définition différente d'être parent et à quel moment on est parent, et ça c'est propre à chacun et je le respecte. Si je devais avoir un conseil à donner aux femmes qui sont enceintes et qui ont peur de faire une fausse couche et qui ne savent pas quand l'annoncer à leurs proches, en fait, faites comme vous voulez et on s'en fout du délai des 3 mois au cas où. Parce que quand le au cas où arrive, on est content de l'avoir déjà annoncé à nos proches. Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un qui savait qu'on est enceinte qu'on l'a perdu que d'annoncer à quelqu'un « je suis enceinte, mais il est plus là ». Parce qu'à ce moment-là, on se sent plus enceinte. On ne l'est plus. Sachez juste que si un jour vous vivez ou vous êtes proche d'une personne qui vit une fausse couche et que vous voulez l'accompagner mais que vous savez pas comment, soyez juste là pour elle, écoutez-la et ne minimisez jamais sa peine et sa douleur. Parce que pour elle, il a existé et il existera toujours. Et sachez que en parler, c'est montrer qu'il a existé. Et ça, c'est le plus important.